rappel. Allez, on va parler ce soir du Mali, évoquer donc la libération de l'ex-putschiste Amadou Sanogo. Nous évoquerons aussi le Burkina Faso, ce nouveau grand massacre de djihadistes dans un village du nord du pays. Nous irons en Gambie où des ONG dénoncent de graves atteintes aux libertés de la presse. Et puis le Togo, ces propos de Ibn Chambas, l'envoyé de l'ONU, le monde entier a les yeux rivés vers le Togo. Pour en parler ce soir sur le plateau avec moi, Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. En face de vous, Firmin Teko-Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel, oui, merci de m'avoir invité. Et vous êtes avec Credo Tété. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. DP de Le Médium. Le Mali, pour commencer, la justice malienne a ordonné mardi la mise en liberté provisoire du général Amadou Sanogo, meneur du coup d'État en 2012 et détenu depuis 6 ans pour l'assassinat présumé de soldats anti-putschistes. La Cour d'appel de Bamako a également décidé la mise en liberté provisoire de la douzaine de co-détenus d'Amadou Sanogo. Amadou Sanogo donc a recouvré la liberté alors que l'armée malienne est soumise à la pression des attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts dans ses rangs ces derniers mois. La décision de la Cour était attendue comme susceptible de désamorcer de possibles tensions que causerait une éventuelle reprise de son procès. Il faut faire rapidement, Firmin Teko, un parallèle entre cette remise en liberté et la situation sécuritaire actuelle. Oui, bien évidemment, il faut en réalité que toutes les forces se retrouvent pour pouvoir lutter contre l'insécurité dans le pays. Vous savez que Amadou Sanogo est arrivé au pouvoir où il avait fait le coup d'État parce que Amadou Touré n'arrivait pas à gérer la situation sécuritaire et eux, soldats, ils voyaient déjà ce qui allait arriver. Mais le président qui était au pouvoir n'arrivait pas à gérer la situation. C'est pour cela qu'ils l'ont démis en quelque sorte de ses fonctions pour prendre en main la situation. Mais jusque-là, Ibeka est arrivé, mais la situation semble ne pas connaître une issue favorable et les autorités maliennes se rendent compte que la situation telle qu'elle se présente, le Mali a besoin de tous ses fils parce que Sanogo c'est un militaire et dans l'armée il a aussi ses sympathisants, il a aussi ses amis, donc il va falloir qu'on le libère. Et de plus, l'ancien président malien est revenu au pays, donc il va falloir que toutes les expériences se mettent ensemble pour pouvoir trouver une issue à cette situation djihadiste qui est en train de détruire la sécurité du Mali. Il faut aller un peu plus vite. Et on n'a plus besoin de scission, on n'a plus besoin de petites querelles, peu importe ce que le pays a traversé de par le passé. Il faut que tous les fils et toutes les filles de cette nation se mettent ensemble. C'est peut-être le contraire du Burkina Faso où le président, peut-être nous allons en parler, où le président actuel ne veut pas faire avec les anciens pour pouvoir trouver une issue à cette crise-là. Credo Tété, comment on peut arriver à faire ce parallèle entre cette remise en liberté et cette situation sécuritaire qui prévaut? On pense que Yaya Sanogo, une fois libre, pourra contribuer à ramener un tant soit peu la paix? Non, je crois que c'est plutôt pour décrisper l'atmosphère sociopolitique parce que c'est vrai, donc il a eu à jouer un rôle particulier dans l'état du Mali, mais il faut dire également que la justice malienne a joué sa partition parce que la détention préventive selon les textes de loi du côté de la justice malienne c'est 3 ans, mais ça a excédé. Donc la justice aussi était à un certain moment décriée et c'est pourquoi à la veille même de cette nouvelle comparution, beaucoup se disaient que c'est la justice malienne qui jouait sa crédibilité, bien que les organisations de défense des droits de l'homme aient mis le maximum de pression sur la justice afin que le général Sanogo ne soit pas mis en liberté. Mais je crois que pour la cohésion et pour l'avancement, pour coordonner les actions de lutte contre les effets néfastes des djihadistes, donc il va falloir qu'ils puissent fermer les yeux, tant soit peu sur certaines choses que nous n'encourageons pas, qu'on ne saurait jamais faire dans sa promotion. C'est Sylvestre, il s'agit ici d'une liberté provisoire quand même. Oui, il faut le dire, c'est une liberté provisoire parce que pardon, ça peut répondre à tout moment. Mais je crois que tel que Credo vient de le dire aujourd'hui, je crois que
la détention préventive a cédé. Aujourd'hui, le monsieur a fait plus de 6 ans, 6 ans en prison. Donc, eux aussi, il se doit donc de respecter au moins les tests. Donc, ils l'ont libéré provisoirement. Mais je crois également que peut-être que le gouvernement veut jouer un peu à la carte d'apaisement au sein donc de l'armée. Parce que quelqu'un qui a réussi à faire un coup d'État, il faut reconnaître qu'il a des partisans, il a des gens fidèles, fidèles à lui donc au sein de l'armée. Donc aujourd'hui, maintenant qu'il est libéré, je crois que ça va un temps soit peu peut-être recombattre les brèches au niveau de l'armée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que certains et militaires également soutenaient un peu plus les djihadistes d'une manière ou d'une autre, parce que oui, il faut le reconnaître. Donc je crois que ça va permettre à ce pays-là d'avancer. Mais si Sanogo a été arrêté, ce n'est pas parce que c'est surtout parce que c'est après les charniers qu'on a découvert après son coup d'État et tout. Je crois que c'est beaucoup plus là où il est confronté, parce que le monsieur, moi, je me dis, au moment où il a fait son coup d'État, il est vrai, il appelait le coup d'État salutaire. Je ne veux pas quand même employer ce terme-là, mais cela a l'air, parce que Toumani Touré laissait venir, du moins, et ces djihadistes-là qui étaient aux portes même de Bamako. Ils sont venus finalement malgré le coup d'État. Oui, mais il faut dire que la France aussi a joué un rôle très important. Je crois que nous allons revenir avec ceux qui disent qu'il faudrait que la France quitte, et du moins l'Afrique et tout ça. Mais la France joue un rôle très important. Ça, il faut le reconnaître. Même s'ils sont derrière ici les ficelles, c'est eux qui deviennent encore les pompiers. Maintenant, et il a fait ce coup d'État au moment où il le fallait, parce qu'il a permis quand même d'arrêter l'avancée quand même de ces djihadistes-là. Parce que Toumani Touré était là, il jouait peut-être après le déluge. Parce qu'il savait qu'il devait partir très tôt. Donc, le mouvement de la Zawad était presque à Bamako. Et c'est à ce moment que le monsieur a fait le coup d'État. Mais sauf que lui aussi, il a quand même tué un bon nombre de ses frères d'armes et tout ça. Et c'est ce qui, finalement, l'a fait comprendre. Si on peut organiser un coup d'État sans tuer. Oui, ça se fait. Il y a des coups d'État sans effusion de sang. Le Zimbabwe. C'est vrai que Sanogo est un béret vert, et c'est plus les bérets rouges dont relève ATT qui ont été massacrés, et c'est pour ça qu'il est détenu, pas pour le coup d'État. Ça veut dire aujourd'hui, au nom de la situation sécuritaire, on laisse le volet judiciaire pour regarder la sécurité d'abord. Oui, monsieur, ça arrive dans des situations difficiles. C'est ce qu'on appelle souvent des mesures exceptionnelles. Des mesures exceptionnelles du moment où l'intérêt général est en jeu. On est obligé de faire abstraction des dispositions juridiques qui régissent le pays. C'est un droit, c'est permis. Parce qu'il y a des gens qui meurent, alors que peut-être il y a la solution avec d'autres personnes qui peuvent... on peut faire appel à ces personnes-là pour trouver une certaine solution. Mais on a besoin de lui. Et le droit dit non, ce monsieur, il faut le confronter. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Du moment où les gens sont en train de mourir, du moment où l'insécurité devient grandissante dans le pays. Donc on a préféré écarter un peu le droit pour le moment. Mais c'est à titre provisoire. Mais les défenseurs des droits de l'homme, l'Amnesty International, les bonhommes savent que cette décision politique-là, il serait difficile de revenir sur ça. Parce que si, avec lui, Sanogo bien libéré, ATT, déjà au pays, si avec tout cet ensemble, on est arrivé à trouver une solution et à calmer un temps soit peu cette situation difficile que les Maliens sont en train de vivre, je ne pense pas qu'on puisse renvoyer en prison Sanogo et ses amis qu'on vient de libérer. Mais l'essentiel est qu'on arrive et que leur sortie ou leur libération puisse apporter un plus à la sécurité de ce pays. Vous pensez quand même, Credo Tété, que Sanogo continue d'avoir de l'influence au niveau de ses troupes et peut jouer un rôle majeur? Non, je crois que le confrère Sylvestre le disait tantôt. Sanogo, donc c'est un homme en tenue, et Sanogo ne s'est pas levé un beau matin pour faire le coup d'État seul. Donc c'est dire qu'il a toujours ses hommes, ceux qui ont été pris. Donc ce n'est pas la totalité de ses hommes. Il a toujours, disons, ses amis au sein de l'armée, et ses amis ayant
disons, leurs amis ou bien leurs chefs en prison seront un peu laxistes sur les bords. Maintenant, il va falloir qu'on puisse discuter l'après-libération de Sanogo. Et la discussion va porter sur, disons, un plaidoyer afin qu'il s'implique aussi, qu'il remobilise sa troupe, ses amis qui sont là pour leur dire impliquez-vous pour l'État malien. Parce que c'est la patrie qui les appelle aujourd'hui. Donc ce n'est pas la personne de M. Sanogo qui compte, mais il faut sauver les meubles. Sauver les meubles, donc ça doit être une conjugaison d'efforts de toutes les parties. Et là, la conjugaison a son domaine de définition qu'est l'armée. Parce qu'il faut arriver à colmater les brèches au sein de cette armée. Complètement, j'allais dire, faiblarde devant ces djihadistes. Vous avez vu les lourdes défaites qu'on lui a infligées. Oui, les lourdes défaites aussi peuvent provenir, disons, de l'insatisfaction d'une partie de l'armée. Par exemple, ceux qui ont leur leader Sanogo en prison, vous croyez que le degré d'implication serait le même que ceux qui sont en liberté, mais qui pourront ou bien qui devraient aussi se retrouver dans le même cas que Sanogo. Donc aujourd'hui, Sanogo dehors, donc on doit continuer la mobilisation afin qu'il s'implique, même si c'est juste en termes de réflexion qu'on puisse l'écouter et qu'on puisse lui donner cette opportunité de parler à ces hommes, parce qu'il a toujours ces hommes au sein de l'armée malienne. Mais la situation sécuritaire au Mali, est-ce que c'est une question d'hommes, de Sanogo ou de ATT? Quand on regarde, on sent que c'est plus complexe que ça. C'est vrai, c'est plus complexe, mais il faut quand même une osmose, il faut quand même une certaine dynamique unitaire, pour faire face quand même aux djihadistes. Si déjà, en face de ceux qui sont soudés, vous allez en rang dispersé, ça veut dire que vous êtes perdu d'avance. C'est vrai que cette lutte, telle que tu l'as dit, est un peu complexe parce que, d'abord, le Mali est grand, ce pays est très grand, très vaste, et le Nord qui était presque au main des djihadistes, je le dis, et je reviens là-dessus, il a fallu l'intervention de la France. Ça, il faut quand même saluer la France pour ça, parce que sinon, aujourd'hui, peut-être que c'est tout le Mali qui sera donc au main des djihadistes. Parce que les armes qu'utilisent quand même ces djihadistes, c'est pas pratiquement les mêmes que utilisent les forces loyalistes, ou du moins les forces du Mali. Parce que c'est les mêmes armes léguées par ceux qui ont mis la Libye dans des pétrins. C'est ces armes-là que les gens ont récupérées pour transiter, se retrouver au nord du Mali. Donc les armes qu'utilisent ces gens-là, il est vrai que ceux qui ont quand même légué ces armes-là, du moins à ceux qui défendaient, du moins ceux qui luttaient contre Kadhafi à l'époque, c'est ceux-là qui ont quand même les mêmes armes et qui viennent utiliser les mêmes contre les djihadistes. Donc c'est en fait la France qui a quand même sauvé ce pays-là. Donc ça paraît un peu compliqué. Et je ne vois pas aussi la France peut-être léguer ces armes-là aux forces du Mali, au risque que peut-être un bon matin, c'est à eux. Donc la preuve, déjà ils ont des problèmes, on demande à ce qu'ils quittent le pays et tout. Donc la France le fait, mais sous réserve. Ils peuvent quand même vous donner quelque chose, mais pas tout, ce qu'eux utilisent. Donc ça paraît complexe, mais il faudrait véritablement qu'au moins que cette armée soit unie. Unis, que tout le monde se retrouve pour faire face donc bon, ce n'est plus une menace, mais pour faire face donc aux djihadistes. Donc je crois que non, moi je voudrais dire au-delà de tout ça, du moment où Sanogo, le général, puisque au départ il était capitaine, bombardé général, donc, général 4 étoiles, attention, les gens même critiquaient il doit avoir fait un coup d'état, sans promotion. Et puis un général, c'est un général. Oui, donc du moment où il est là, et ATT, je pense que les deux et d'autres militaires vont réfléchir à comment professionnaliser l'armée malienne. Parce que c'est ce qui manque. L'armée malienne manque de formation, l'armée manque d'équipement, de technologie. Quand vous allez à l'état-major, c'est-à-dire vous ne saurez même pas que c'est un état-major, ça. C'est comme ce n'est pas bien construit. Donc pour y entrer n'importe comment, de la clôture même n'est pas enviable. Donc je pense que la première des choses à faire, c'est qu'ils mettent en place une stratégie pour lutter contre l'avancée des djihadistes. La deuxième chose, c'est comment professionnaliser cette armée, rendre ça plus professionnel et l'équiper, chercher des moyens pour pouvoir l'équiper davantage. Je pense que c'est ce qui va sauver un peu les Maliens. D'accord, on va partir pour la première pause et on revient dans quelques secondes.